Ici Satou. J'ai toujours adoré le Biergarten que mes collègues fréquentaient après le travail. Pour se rafraîchir, on pouvait toujours aller dans un bar classique climatisé, mais j'appréciais l'ambiance festive nocturne du Biergarten. Il y a vraiment plein de stands de nourriture. Maître, je crois que c'est ce groupe là-bas. Un soir, quelques jours après notre retour du labyrinthe, nous fûmes invités à un banquet d'explorateurs. Il se tenait sur un terrain vague dans un coin du centre-ville, quelque part entre la porte ouest et la base militaire du labyrinthe, où se trouvaient de nombreux logements et auberges bon marché pour les explorateurs. Le terrain, habituellement vide, était bordé jusqu'au bord de stands vendant nourriture et boissons. On aurait dit que la plupart des gens achetaient des choses au stand, puis mangeaient et buvaient au centre. Il n'y avait pas de feu de joie ni rien, mais la plupart des stands avaient des enseignes lumineuses qui illuminaient l'espace. Un utilisateur de magie quotidienne avait dû lancer un sort d'éclairage. On dirait un festival nocturne ou une exposition de fleurs. J'acquiesçais d'un signe de tête en signe d'approbation avec Arisa. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Sire Chevalier, venez, prenez la place d'honneur. Monsieur Kochine, l'organisateur de la soirée, nous fit signe d'approcher. Après l'avoir salué, je lui tendis les petits fûts de vin et d'alcool que j'avais apportés en guise de remerciement. Au lieu de chaises et de tables, les gens étaient simplement assis par terre en cercle. Lulu et Lisa avaient déjà réservé un emplacement pour nous. De nombreuses autres personnes profitaient également des stands de nourriture et de boissons, explorateurs, marins, journaliers, etc. J'ai aussi aperçu des regards colorés de dames légèrement vêtues et de jeunes hommes étrangement séduisants, tous ressemblant à des travailleurs du sexe. J'ai plutôt apprécié l'ambiance grivoise, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment approprié d'avoir amené les jeunes. Maintenant, un toast à la fête de Pendragon pour nous avoir sauvés. Buvons jusqu'à l'aube pour fêter notre retour sain et sauf. Youpi, nous avons dû arriver les derniers. Avec le toast de Monsieur Kochine, la fête a commencé. Le menu principal du soir comprenait des paniers de pain de seigle, une sorte de viande grillée, des haricots blancs et des pommes de terre vapeur. Il y en avait des montagnes. Plusieurs barils de bière étaient disposés au centre du cercle, mais la seule boisson non alcoolisée était de l'eau. Quelques hommes ont taquiné Kochine pour s'être donné à fond avant le début de la fête, ce qui a dû être particulièrement copieux pour eux. Encouragé par Kochine et les autres explorateurs, mon groupe a commencé à se régaler. Pas d'alcool pour les enfants, bien sûr. Tant pis, Monsieur Viande est assez caoutchouteux, monsieur. Ah, vous ne la croquerez jamais comme ça, les enfants. Coupez-la au couteau avant de manger. Clac, au moment même où un jeune explorateur la réprimandait, Pochi mordit dans la viande. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. C'est peut-être de la viande de tendon ? Lulu me tendit une assiette de viande coupée en petits morceaux. C'était vraiment dur à mâcher. La cuisson à la cocotte minute la ramollirait peut-être un peu. Le goût était un peu trop fort pour être délicieux, mais pas assez dégoûtant pour être recraché. C'est de la viande de monstre bon marché. Ça ne vous conviendra peut-être pas, monsieur Noble. Mais la viande d'insecte pousse sur vous si vous en mangez tous les jours. Des exploratrices remarquèrent mon expression et me parlèrent de cette viande, qui provenait apparemment d'un monstre insectoïde. Elle était très foncée avant cuisson et avait le goût d'une version plus dure du tendon animal. L'espèce d'insecte variait selon les jours, alors les explorateurs l'appelaient viande d'insecte, ou même viande tout court. C'était incroyablement bon marché, juste une pièce de cuivre pour une brochette. Sa couleur noire me rappelait un peu la viande de monstre sauterelle que j'avais mangée dans la baronnie de Munot, même si le goût et la texture étaient légèrement différents. Ils étaient tous les deux répugnants, certes, mais celui-ci au moins était moins amer. Leur point commun était que je n'en ai plus jamais mangé. Quand nous sommes devenus explorateurs, nous suivions les groupes les plus forts et récoltions la viande des monstres après qu'ils les aient tués et dépecés. Ça payait les factures, mais on se moquait beaucoup de nous. Cette anecdote venait des mêmes exploratrices qui m'avaient identifié la viande. Apparemment, beaucoup d'explorateurs ne prenaient que les parties les plus précieuses, comme les carapaces et les crocs, des monstres insectes. Du coup, d'autres explorateurs se spécialisaient dans la récupération de la viande de ces monstres abandonnés. Ces explorateurs étaient connus sous le nom de pilleurs et avaient mauvaise réputation. À bien y penser, je me souviens avoir entendu quelque chose de similaire de la part des jeunes explorateurs que nous avions vus ramasser de la viande de gobelins dans le labyrinthe. Il me semblait étrange qu'ils soient méprisés alors que leur travail permettait à d'autres de gagner leur vie. On va vous servir un verre, jeune maître. Quelques jeunes exploratrices, probablement dans la vingtaine, traversèrent le cercle pour me verser de l'alcool. Merci, j'acquiesçai et pris une gorgée de bière. Burk, c'est aigre, ça avait un goût de bière plate et diluée dans du vinaigre. Mais tout le monde autour de moi la savourait comme un mets rare. La bière est tellement bonne. Ça n'a rien à voir avec l'alcool de gobelin. L'alcool de gobelin, expliqua l'une d'elles, était une boisson fermentée obtenue auprès des monstres du labyrinthe appelée demi-gobelins ivrognes.
Avez-vous beaucoup mangé, jeune maître? La chair d'insecte est dure, mais ces haricots et ces pommes de terre sont bons et moelleux. D'autres exploratrices apparurent derrière celles qui portaient la bière, nous offrant, ainsi qu'au reste de mon groupe, de la nourriture. Les haricots et les pommes de terre étaient faits de haricots ambulants et de pommes de terre sautillantes, donc si on les mangeait sans faire attention, on risquait la paralysie ou des maux d'estomac. Mais comme ils étaient si bon marché et nourrissants, ils étaient une source de calories prisée des explorateurs, marins et autres novices. Voilà, jeune maître, merci. Une jeune femme bienveillante m'a offert des haricots dans une assiette. Devant son sourire candide, je n'ai pas pu me résoudre à dire « Non merci, c'est dégoûtant ». Comme les veines rouges foncées des pommes de terre et des haricots étaient à l'origine de la majeure partie de l'amertume, ce ne serait probablement pas trop grave tant que je les éviterais. J'ai fouillé dans ma poche de poitrine et sorti une fine cuillère de mon garde-manger pour retirer les veines, puis j'ai vidé et mangé le reste. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour les veines plus petites, donc le plat conservait un peu d'amertume, mais c'était plutôt comestible. Waouh, les nobles mangent si bien. Je vais peut-être essayer avec une cuillère aussi? Oups, je ne cherchais pas à me donner des airs, mais pour une raison inconnue, cela a semblé attirer l'attention de certains explorateurs autour de moi. Le mot « fantaisie » a dû résonner chez Mia et Arisa, qui ont sorti leur propre cuillère de leur coffret féerique et ont commencé à manger de la même façon. Elles ont même pointé le petit doigt sur les mains qui tenaient les cuillères, l'air plutôt satisfaites. Du moins jusqu'à ce qu'Arisa s'étouffe avec sa pomme de terre dévorée avec fantaisie. Oh, Lulu lui tendit un verre d'eau. Burk, oh là là, l'eau de la rivière est trop immonde pour la jeune femme? Ils vendent de l'eau depuis au stand là-bas. Les exploratrices se moquèrent d'Arisa, qui avait recraché l'eau dès qu'elle toucha ses lèvres. Je me souvenais de l'état des aqueducs, jonchés de détritus. Ouais, je ne voudrais pas boire ça non plus. Maître, notre prochain projet de rénovation concerne le système de filtration. Je ne supporte pas l'idée de toute cette eau insalubre. Au moins, Arisa digéra sa colère de manière productive. Le nettoyage de la place après nos soupes populaires était déjà bien avancé, éliminant tous les déchets des rues. Il ne devrait donc pas être trop difficile d'affecter nos bénévoles au nettoyage des aqueducs. Comprenant que nous aurions peut-être besoin d'une autorisation, j'ai dit à Arisa que nous devions d'abord nous renseigner auprès des services gouvernementaux. Monsieur Cochin s'est approché et lui a donné un pichet d'eau. Tiens, ma belle, bois dans ce pichet. Il a tendu une bouteille de vin de l'autre main. Laissez-moi vous servir à boire aussi, monsieur Chevalier. Derrière lui se trouvaient des femmes légèrement vêtues, portant des assiettes remplies de brochettes de viande, de légumes frits, d'un plat d'amuse-gueule comme des rouleaux de printemps, des noix grillées, etc. Elles ne semblaient pas être des explorateurs, mais des compagnons engagés par monsieur Cochin. Surtout des compagnons de nuit. Dis donc, Cochin, et nous, hein? Mangez vos pommes de terre et votre viande. Ce repas est spécialement préparé pour ceux qui nous ont sauvé la vie. Quand Cochin cria sur un explorateur turbulent, les autres autour d'eux éclatèrent de rire. J'imagine qu'ils avaient gentiment gardé de la nourriture un peu plus raffinée pour nous. Désolé, Sir Knight, ces gars-là privilégient la quantité à la qualité. Vous pourriez trouver ça un peu plus à votre goût. Je suis désolé, vous n'aviez rien de spécial pour nous. Non, pas de problème. C'est le moins qu'on puisse faire. S'asseyant en face de moi, Cochin sourit humblement et inclina la tête. Nous vous devons une immense gratitude, Sir Knight. Si vous n'étiez pas tous venus, je ne pense pas que la plupart de ces gars seraient revenus. Ils m'avaient déjà remercié d'innombrables fois, mais cela ne semblait toujours pas suffisant. Tandis que nous trinquions ensemble, je lui ai demandé de me raconter quelques-unes de ses anecdotes d'exploration. D'après lui, cette dernière aventure n'était pas sa première fois dans le labyrinthe avec plusieurs groupes. Il n'est pas rare que quelqu'un fasse une erreur et se blesse ou pire, mais la plupart de ses expéditions étaient faites avec des groupes entièrement masculins ou entièrement féminins, mais comme Cochin acceptait tout le monde, il rencontrait parfois des problèmes. La dernière fois que nous avons couru un tel danger, c'était quand nous avons été pris dans un déchaînement de pillards. Un déchaînement de pillards artificiel? Maintenant qu'il le mentionnait, je me souvenais de cet incident où les pillards avaient créé un déchaînement de pillards et avaient presque anéanti l'armée du labyrinthe. Ouais, les pillards sacrifient des esclaves ou de nouvelles recrues pour attaquer les monstres et les entraîner dans un déchaînement de pillards. Ceux qui ne courent pas assez vite sont dévorés par les monstres. Ce niveau de cruauté était typique des pillards. Waouh, monsieur, waouh, Nelly YY? Je commençais à m'énerver, mais les acclamations de Pochi, Tama et d'autres explorateurs ont réussi à me distraire. Au centre du cercle, un grand homme ours soulevait un homme fée vert au-dessus de sa tête et le faisait tournoyer comme une balle. Qu'y a-t-il de si impressionnant? Sous mon regard perplexe, l'homme fée fit soudain un bond de près de 3 mètres dans les airs, déclenchant un nouveau concert d'acclamations. Ce n'était pas seulement la super force de l'homme ours. L'homme fée avait sauté au rythme parfait du lancer de l'homme ours pour atteindre cette hauteur.
Ces types sont des explorateurs, autrefois artistes itinérants, expliqua Koshin. Quel parcours professionnel intéressant. On essaie? Moi aussi, monsieur. Tama et Pochi me demandèrent la permission. Soyez prudents et ne vous blessez pas. Oui, monsieur. Tama et Pochi saluèrent, puis coururent au milieu du cercle. J'ai fait signe à Lisa et Nana d'être sur le qui-vive en cas d'urgence. Bien sûr, j'avais aussi ma main magique en réserve, mais c'était en dernier recours. Pochi, Tama, monsieur. Tama était la base, tandis que Pochi devait être la balle. Elle tournait un peu trop vite, cependant. Prêt, voyez-vous. Allez, monsieur. Les yeux de Pochi tournoyèrent tandis qu'elle naviguait vers la semaine suivante. Attention, Pochi faillit s'envoler hors du cercle, mais Lisa bondit pour la rattraper. Mais comme elle l'attrapait par la cheville, Pochi s'écrasa la tête la première au sol dès que Lisa atterrit. Aïe, monsieur. Désolé, Pochi. C'était mon erreur. Ce n'est pas grave, monsieur. Essuyant la poussière sur son visage, Pochi esquissa un large sourire. D'accord, saignement de nez. Mia utilisa une magie de soins mineurs sur Pochi. Ça doit être sympa d'avoir un mage dans les parages. Il faut une sacrée donation pour avoir un prêtre capable d'utiliser la magie sacrée dans son groupe, non? Ouais, j'ai entendu dire que ça va te coûter un bras. Les explorateurs discutèrent avec envie. Quoi? Pourquoi ne pas utiliser des potions, alors? Bien sûr, si on pouvait se permettre d'en acheter des pas chers à la guilde tout le temps. Les boutiques de potions sont hors de prix, et celles qu'on trouve dans la rue ne fonctionnent pas vraiment. Ouais, parce que la plupart sont périmées ou fabriquées par des alchimistes novices. Mais c'est stressant de ne pas en avoir sur soi, tu vois? Exact. Tu serais vraiment mal barré si un monstre puissant débarquait sur ton terrain de chasse, alors. Les potions magiques avaient tendance à être chères et de courte durée, c'était donc un article d'urgence coûteux pour les aventuriers débutants. Tu sais comment Kumuli, l'exploratrice à l'insigne de grenat, et Margil, la briseur de scarabée, ont toutes deux pris leur retraite à cause de blessures? Eh bien, j'ai entendu dire que c'est arrivé parce qu'elles étaient à court de potions et n'ont pas pu se soigner à temps. Oh là là, même un grenat? Mais c'était pas parce qu'elles continuaient à chasser même après avoir épuisé toutes leurs potions? J'imagine qu'elles ont récolté ce qu'elles avaient semé, alors. À ce qu'il paraît, les explorateurs qui ne prenaient pas de précautions risquaient de perdre leur réputation. Nombre d'explorateurs retraités semblaient eux aussi se retrouver à la rue. Alors, il faut toujours garder la dernière, au cas où? Comment ai-je? Oh, si seulement. Mais je n'ai jamais de potions sur moi. Je sais, non? Elles sont bien trop chères. Les explorateurs débutants soupirèrent. La rumeur dit que les boutiques de potions s'en tirent avec des prix exorbitants parce qu'elles ont un noble malhonnête derrière elles. Ouais, un salaud nommé Duke Ellie, c'est ça? Burke, j'espère qu'il va mourir, tu vois? Ouais, c'est ça. Même si c'était le cas, quelqu'un d'autre prendrait sa place. Les explorateurs râlaient à propos du baronnet Duke Ellie. J'avais déjà entendu des rumeurs similaires de la part d'explorateurs dans un bar. Le baronnet Duke Ellie s'intéressait aux potions et aux outils magiques, alors peut-être y avait-il une part de vérité. Tu sais, les armes et les armures ont augmenté de prix ces derniers temps. Tu crois que c'est pareil? Vraiment? Les moins chers sont toujours les mêmes, mais maintenant, il y a aussi des trucs chers comme les épées d'argent Antwing et les épées de menthe. Sérieusement? Mince, mon objectif s'éloigne de plus en plus. Tu ne peux pas dire ça alors que tu n'as même pas encore acheté une vraie arme, idiot. Les explorateurs cessèrent de se plaindre pour taquiner un jeune, puis éclatèrent de rire. Ils étaient probablement tellement saoux que tout leur semblait drôle. Oh zut, waouh, vraiment? Au milieu du cercle, Tama et Pochi avaient réussi leur numéro cette fois. Et comme le gain de niveau les avait rendus bien plus forts, ils avaient doublé de taille par rapport au précédent, même sans utiliser renforcement corporel. C'est exactement le coup de grâce des jumeaux dans Wing Captain. C'était quoi, Love Love Tornado? BZZZT. Non, c'était Sky Sky Typhon. Je me souvenais vaguement du manga de football auquel Arisa faisait référence, mais ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas lu que j'avais confondu les coups. Un coup de grâce, vous dites? Un coup coopératif serait une bonne idée, je propose. Lisa et Nana ont pris une autre direction. Mais dans un monde avec un système de niveau, recréer des coups de manga et d'anime serait peut-être faisable. Monsieur Koshin, une chanson? Oh, un ménestrel, hein? Donnez-nous-en un qui bouge, s'il vous plaît. Tenant un luth à la main, le ménestrel accepta une grosse pièce de cuivre des mains de Koshin et s'avança au centre du cercle. Maintenant, si vous voulez bien m'écouter. Retirant sa casquette à large bord et s'inclinant, le ménestrel gratta le luth. C'était une lune pâle qui s'est levée cette nuit-là. Sa chanson parlait de notre combat contre le démon Ludaman, quelques jours auparavant. Elle se concentrait principalement sur le général Ertal, le maître de guilde, et mademoiselle Sebelkeya, mais elle me mentionnait aussi, par exemple, un jeune noble et un jeune homme avec une belle épée en mithril. Finalement, bien sûr, Kuro, le disciple du héros,
apparut, fit tomber la foudre du ciel et vainquit le démon Ludaman après sa fusion avec la vase rose, mettant fin à l'histoire. Je dois dire qu'écouter une version dramatisée de mon propre combat était assez embarrassant. Au moins, la chanson ne mentionnait ni Satou ni Pendragon. Oh, comme c'est rafraîchissant. Merci, Sir Pendragon. Cela rendra les choses bien plus agréables. Aujourd'hui, je visitais la demeure du baron Mofo, un noble qui m'avait toujours détesté. Mademoiselle Mitteruna m'a dit que la température montait à Labyrinth City, alors j'ai fabriqué un éventail avec une aile d'abeille crabe mousse pour l'offrir, mais il a reçu un accueil encore meilleur que prévu. Et puis, il m'a traité comme un vieil ami. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un outil magique de type ventilateur électrique, j'imagine. Fabriqué à la hâte, il ne comportait pas de réservoir de magie. De ce fait, il devait être constamment alimenté en magie pour fonctionner, ce que faisait une des servantes du baron. Ce défaut ne semblait pourtant pas les gêner. J'ai remarqué qu'à un moment donné, j'avais acquis le titre de maître des corrompus. Avez-vous fabriqué cet éventail vous-même, cher monsieur? Le baron semblait vouloir en acquérir davantage. Un marchand ambulant de l'Alagi, le royaume de la sorcellerie, nous a fourni les matériaux, alors malheureusement, je ne sais pas quand je pourrai en acheter davantage. Je vois, c'est dommage, je n'ai pas dit que cela venait de l'Alagi ni que nous l'avions acheté, et je n'avais pas l'intention de les acheter, par conséquent, je ne mentais pas. Comme un vieux majordome présent dans la pièce possédait des yeux de vérité, un don de la foi urionienne, j'ai décidé de donner une réponse détournée. À ma connaissance, ce don ne détectait pas les mensonges, mais je n'en connaissais pas tous les détails, alors j'essayais d'être prudent. Cependant, il me semble injuste de garder un objet comme celui-ci pour moi tout seul. Ne vous inquiétez pas, j'en ai aussi à offrir à son Excellence le vice-roi. J'en avais déjà fabriqué suffisamment pour le vice-roi, le maître de guilde, le général Ertal, etc. Les ailes d'une seule abeille crabe des mousses pouvaient faire une vingtaine d'éventails. Il me restait encore beaucoup de matériel. J'avais également installé 3 ventilateurs dans l'orphelinat. Ces ventilateurs nécessitaient un apport régulier de magie, que les enfants utilisaient à tour de rôle. Peut-être certains d'entre eux pourraient-ils acquérir la compétence « manipulation magique ». Bien, bien, le baron se tapota le menton d'un air pensif. Son air sérieux fut quelque peu gâché par son expression détendue, profitant de la brise du ventilateur, mais je n'aurais évidemment pas l'impolitesse de le souligner. En guise de remerciement pour ce magnifique cadeau, permettez-moi de vous donner 2 informations. Il continua à me partager quelques informations, l'air suffisant. Une guerre? En effet, j'ai entendu cette information d'un marchand qui revenait tout juste de l'ouest du continent. Il disait que les prix de la nourriture et du minerai de fer avaient augmenté dans cette région et que l'exportation d'épées magiques, ainsi que de mithril, de parties de monstres et de tout ce qui pouvait servir à leur fabrication était restreinte. Selon lui, les combats étaient encore loin, mais je ne comprenais pas comment des informations sur un coin reculé du continent pouvaient me concerner. C'était, au mieux, un sujet de conversation. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Le baron me regarda comme un professeur jugeant un élève lent d'esprit. Cela signifie que les marchands essaieront d'acheter des parties de monstres avant que notre propre pays ne commence à restreindre les exportations. Autrement dit, il me disait que si je chassais des monstres pour des pièces d'armes, je pourrais les vendre à prix fort et réaliser un gros profit. L'autre point concerne les potions magiques. Leur valeur va-t-elle aussi grimper? Non, Sir Dukeli contrôle ses prix dans la cité du labyrinthe, donc ça ne changera pas. Ma prédiction était fausse, mais le prix des ingrédients pour potions va probablement augmenter sur les territoires du roi et sur les côtes. Le prix des potions à la guilde pourrait augmenter ou leur approvisionnement pourrait baisser, je suppose. Cela semblait poser problème à beaucoup d'explorateurs. Si leur stock devait baisser à ce point, je devrais peut-être me déguiser en Kuro et apporter moi-même des potions diluées à la guilde. Mais je m'égare. Le baron prit une bouchée de sorbet, que j'avais apporté en cadeau avec l'éventail, puis soupira. J'essayais de parler de la potion démoniaque que le laquais du vice-roi préparait en secret. Je me souvenais du laquais en question, l'ancien vice-roi par intérim Sokel. Il était désormais enfermé dans une prison du château du vice-roi, certes réservée aux aristocrates. Ils ont découvert une vaste opération de contrebande de potions démoniaques dans la baie de Tartumina. J'étais déjà allé à Tartumina, la cité marchande. À bien y penser, j'avais assisté à un trafic de drogue illégale. Heureusement, ils avaient réussi à mettre un terme à la contrebande, mais les contrebandiers avaient pris la fuite. D'après la construction de leur navire, on soupçonnait qu'il s'agissait d'un navire marchand Whistle Folk, mais la situation était encore plus compliquée par la disparition d'un navire de guerre de la province de Parion. Je ne suis pas détective, donc les affaires d'une ville lointaine ne m'intéressaient pas tant que ça. Alors pourquoi s'était-il donné en spectacle en me donnant des informations aussi futiles? Patience, mon ami, je n'avais pas encore fini. Prenant une dernière bouchée de son sorbet,
Le baron fit signe à une servante de patienter, puis agita sa cuillère. Les membres du syndicat du crime capturé juraient que le marquis Kelton était celui qui leur fournissait les potions démoniaques. Le marquis Kelton, si je me souvenais bien, c'était un noble important de la capitale royale, très influent dans l'armée. Bien sûr, personne ne prend certains criminels au mot, mais le sujet des potions démoniaques n'est pas à prendre à la légère. D'accord, approuvai-je distraitement, car rester assis là en silence me semblait impoli. Le royaume a donc secrètement chargé son unité de renseignement de l'affaire, et ils ont découvert une énorme quantité de potions démoniaques dans l'entrepôt d'une des armées du marquis Kelton. De plus, ajouta-t-il, des bâtons de feu et des armes à base de pièces de monstres étaient cachés dans l'entrepôt, mais ils ne figuraient pas dans les archives de l'armée. Ils disposaient même d'un imposant canon magique anti-forteresse. Les autres nobles commencèrent donc à s'inquiéter du potentiel du marquis Kelton à fomenter une révolte, plongeant la capitale royale dans le chaos. Vous ne comprenez toujours pas? Pour quelqu'un que l'épouse du vice-roi estime tant, vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de finesse. Soupirant, le baron expliqua que si le marquis Kelton perdait son titre, cela lui offrirait l'opportunité d'obtenir un poste militaire dans la capitale royale avec le soutien de l'épouse du vice-roi. J'appréciais sa suggestion judicieuse, mais je n'étais pas plus intéressé à gravir les échelons que je ne l'étais déjà. Je le remerciais pour l'information, mais lui signifiais, de manière détournée, que je n'avais aucune intention de progresser ainsi. HMPH. Alors vous ne deviendrez jamais noble permanent. Ce n'est rien, un titre honorifique me suffit amplement. Une fois cette conversation terminée et le baron ayant terminé le sorbet que j'avais apporté, je m'excusai. Ensuite, je suis allé rendre visite à d'autres familles nobles. Les autres n'étaient pas aussi haut placés que le baron Moffo. Au lieu de ventilateur, je leur ai apporté du sorbet et 5 piliers de glace pour rafraîchir une pièce. On m'avait dit, lors du goûter de l'épouse du vice-roi, que ces 2 produits étaient très prisés, et, effectivement, toutes les familles étaient ravies de les recevoir. Cela ne m'a pas valu le même traitement de complicité qu'avec le baron, mais il semblait qu'au moins, elles avaient cessé de me considérer avec hostilité. Il est important de bien s'entendre avec ses voisins, après tout. Oh là là, vous êtes vite au courant, n'est-ce pas, Sir Pendragon? Après avoir fait ma tournée des familles nobles, j'ai rendu visite à l'épouse du vice-roi pour vérifier la véracité des rumeurs de guerre que m'avait transmises le baron Moffo. L'ouest du continent est toujours le théâtre d'escarmouches, a dit l'épouse du vice-roi en savourant la brise du ventilateur. Il y a des rumeurs d'une guerre imminente entre plusieurs nations de la région depuis environ 6 mois. J'ai récemment entendu dire par Duke Kelly que davantage de marchands étrangers venaient à Labyrinth City pour acheter des armes et des provisions. Il s'est avéré que les discussions que j'avais entendues la veille au banquet des explorateurs, concernant la hausse du prix des armes magiques, étaient directement liées. Le baronnet Duke Kelly augmentait délibérément ses prix pour minimiser l'exportation d'épées magiques. L'exportation d'épées magiques pose-t-elle un problème? Eh bien, oui, la perte d'épées magiques, d'armes en mithril, etc., réduit les capacités défensives de notre territoire et renforce la motivation des autres nations, après tout. L'épouse du vice-roi ajouta que ce n'était pas un problème majeur si l'on n'en exportait que quelques-unes. Personnellement, je pensais qu'il serait préférable d'amasser beaucoup de pistolets magiques et de grands golems pour partir en guerre, mais dans un monde avec un système de niveau, des soldats de haut niveau dotés d'armes puissantes n'étaient certainement pas à négliger. Malgré les rumeurs désagréables, je suppose que le baronnet Duke Kelly était plus qu'un simple avare. De nombreuses armes fabriquées à partir de pièces de monstres sont irréparables si elles sont endommagées, c'est pourquoi les chevaliers et les soldats du royaume de Shiga n'aiment généralement pas les utiliser. Mais on m'a dit qu'à l'ouest du continent, ils ont une technique secrète pour les réparer. Le vice-roi m'a murmuré cette dernière partie de la rumeur. Oh, attendez, je me demande si la lance magique de Lisa est comme ça aussi? J'étais presque sûr de me souvenir qu'elle avait déjà eu de petites fissures ou des éclats, mais je ne me souvenais pas les avoir vues. Peut-être qu'elle s'est réparée toute seule. J'ai décidé de demander à Lisa à mon retour. Le baron Moffo a raison sur les effets de la guerre. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité, mais soyez prudent quant à la vente de matériaux. Ces matériaux ont le potentiel de devenir des armes puissantes, après tout. Je le ferai. Merci beaucoup. Je n'avais pas prévu de vendre des matériaux rares comme ceux des maîtres de zone et de leur progéniture, mais je devais aussi faire attention à la vente d'autres matériaux. Mais assez parlé de la situation de guerre. J'ai aussi entendu dire qu'une contrebande de potions démoniaques avait été découverte dans la cité marchande de Tartumina. Pensez-vous qu'il s'agissait des mêmes marchandises que celles vendues à Labyrinth City? J'imagine que les matériaux provenaient du même endroit. Seul un labyrinthe peut produire suffisamment de matériaux pour fabriquer une telle quantité de potions démoniaques. La tristesse se lisait sur le visage rond de l'épouse du vice-roi.
Nous savons aussi comment ils l'introduisaient clandestinement dans la cité du labyrinthe. Elle expliqua qu'ils avaient découvert un tunnel souterrain menant hors de la ville, au sous-sol d'une maison qui avait été le nid d'amour de Sokkel, à la périphérie des quartiers de plaisir, près des remparts extérieurs. Créer un tel tunnel en secret a dû nécessiter plusieurs mages de la Terre talentueux, mais Sokkel n'avait aucun lien avec eux. Poputema a dit qu'il n'y était pas non plus impliqué lorsqu'il a subi un lavage de cerveau par le démon. Les seules organisations disposant de tels mages de la Terre seraient les 30 bâtons Shiga de la cour royale ou l'armée du royaume. Autrement dit, il y avait de fortes chances que la personne qui tirait les ficelles derrière Sokkel ait de l'influence auprès des mages de la cour royale ou de l'armée du royaume. Saviez-vous qu'ils ont également trouvé des potions démoniaques dans la capitale royale? Il y a quelque chose à propos de leur découverte dans un entrepôt de l'armée, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a beaucoup de bruit dans la capitale royale, à savoir que le commandant de cette armée aurait planifié une révolte. L'épouse du vice-roi me révéla discrètement le nom de l'homme, qui était, bien sûr, le marquis Kelton. Du coup, nous ne pourrons pas envoyer Sokkel à la capitale royale avant un certain temps. L'information de cet incident était arrivée par le dirigeable même qui était censé l'y escorter. S'il envoyait Sokkel à la capitale royale maintenant, il risquait d'être instrumentalisé par le tumulte politique autour du marquis Kelton, et il était donc confiné dans la tour du château du vice-roi. Ah oui, ça me rappelle, Sokkel subissait-il lui aussi un lavage de cerveau de la part d'un démon? Il semblait vraiment dérangé lors de son arrestation. Je me posais la question depuis un moment. Comme il semblait que des démons, et même des adorateurs de seigneurs démons, étaient impliqués dans l'incident de Labyrinth City, il m'est venu à l'esprit qu'il pourrait aussi être lié à l'affaire Sokkel. Je croyais que Sokkel ne vous intéressait pas, Sir Pendragon. Les yeux de l'épouse du vice-roi lancèrent des éclairs. Après avoir mis Poputema en animation suspendue, nous avons demandé à la grande prêtresse d'Eraluon, qui avait découvert son lavage de cerveau, d'examiner également Sokkel, mais elle a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de lavage de cerveau. L'état de Sokkel était apparemment un effet secondaire d'une potion magique qu'il utilisait, l'équivalent de ce que nous appellerions sur Terre une drogue semi-légale. Cette potion était un sous-produit de la création d'une potion démoniaque. Franchement, pourquoi une telle chose existe-t-elle dans un monde fantastique? La conversation menaçait de sombrer, mais heureusement, une servante apporta un sorbet appétissant juste à temps pour détendre l'atmosphère. Le sorbet est particulièrement délicieux par une chaude journée comme aujourd'hui. Le sorbet, qui semblait avoir été préparé en congelant un agrume, avait un parfum vivifiant et un arrière-goût délicieusement léger. Célivra est proche d'un immense désert, il peut donc faire très chaud sans régulation climatique adéquate. Régulation climatique? Oh, oui, normalement, mon mari utilise son pouvoir de vice-roi pour réguler le climat, mais comme il a dû l'utiliser pour ratisser la zone à la recherche de démons, j'ai bien peur qu'il fasse chaud jusqu'à ce qu'il ait accumulé suffisamment de puissance magique. Alors, utiliser le cœur de la cité pour fouiller demande tellement de magie qu'ils ne peuvent même pas ajuster le climat. Pas étonnant qu'ils ne le fassent pas régulièrement, même si cela facilite grandement l'entrée des démons. Ce doit être très différent de ma compétence, fouiller toute la carte, qui n'utilise quasiment aucune magie. Le royaume de Shiga tout entier a reçu un ordre impérial de Sa Majesté, et pas seulement ses territoires sous son contrôle direct. La capitale royale et les duchés disposent de suffisamment de magie, mais dans les comtés et les petites villes, le manque de puissance magique se traduit par un climat plus défavorable. Elle a cité comme exemple le comté de Seryu, au nord, où, selon elle, le froid était devenu considérable. Je m'inquiétais des mauvaises récoltes et de la famine, mais elle a dit que la puissance magique nécessaire pour ajuster le climat devrait être rétablie d'ici un mois environ, donc cela ne devrait pas entraîner de catastrophe majeure. Mais suivre l'ordre en valait la peine. 3 démons ont été découverts dans le royaume et certains territoires voisins. On a découvert des démons mineurs dans les comtés voisins de Zetz et de Kirikou, un dans le duché de Vistal, au nord du royaume de Shiga, et même un démon intermédiaire dans le comté de Lesso. J'étais curieux de savoir pourquoi ils n'avaient trouvé aucun démon dans la capitale royale, qui semblait pourtant être la cible la plus probable. Était-ce parce que les 8 épéistes de Shiga, réputés pour être la plus puissante troupe de combattants du royaume, s'y trouvaient? Ah oui, c'est exact. J'ai ouvert ma carte et vérifié le marqueur que j'avais placé sur l'avatar du démon vert majeur responsable de l'incident démoniaque à Labyrinth City quelques jours plus tôt. Il errait près de la frontière entre le duché de Vistal et le comté de Lesso, mais le marqueur avait disparu. Il l'avait probablement trouvé grâce à la recherche de démons et avait envoyé une armée pour l'éliminer. J'avais laissé filer dans l'espoir de découvrir où les démons prévoyaient de semer le trouble, mais je suppose que ce n'était pas pour demain. Je n'aurais qu'à placer un autre marqueur sur le prochain que je trouverai. Y a-t-il eu beaucoup de dégâts? On m'a dit que la capitale du comté de Lesso a été gravement endommagée et que le comte Lesso a été tué au combat.
Le comte Lesso était le seigneur dépravé qui avait harcelé sexuellement Tifalisa et Nehru et les avait réduits en esclavage. Je ne dirais pas que j'étais contente d'apprendre sa mort, mais elle ne m'a pas non plus vraiment perturbée. Le fils du comte Lesso a mené l'armée de la ville pour détruire le démon, alors maintenant, il se concentre sur la reconstruction. Il compte faire de sa fiancée, Dame Sistina, sa première épouse lors de la prochaine assemblée du royaume. Il doit être pressé de remettre son pays sur pied. J'espère que le fils va un peu mieux que son père. Mais puisque le démon a été vaincu, je suppose que je n'avais plus à m'inquiéter. Je n'ai pas eu de nouvelles des autres villes, mais il y a forcément eu des dégâts et des victimes avant l'arrivée des troupes d'urgence. C'est un véritable miracle que de puissants combattants comme le général Ertal et la dame Zona, le diable écarlate, se soient trouvés sur place lorsque ces démons sont apparus il y a quelques jours. La plupart des cas n'ont pas cette chance. Et des jeunes courageux comme vous aussi, ajouta-t-elle en souriant. Diable écarlate était apparemment le surnom du maître de guilde. Alors, on n'a pas besoin d'autorisation spéciale pour nettoyer les aqueducs? Pas vraiment, mais veuillez prévenir les services gouvernementaux de votre intention à l'avance. Ils détestent qu'on fasse des choses à leur insu. Compris, merci. Comme Arisa était impatiente de nettoyer les aqueducs de la ville, j'ai demandé à l'épouse du vice-roi si nous pouvions commencer à les débarrasser des ordures dans le cadre de nos actions bénévoles. Elle m'a dit que ce ne serait pas un problème. Le gouvernement les nettoyait 2 fois par an, a-t-elle ajouté, mais les gens y jetaient des déchets si fréquemment qu'ils se salissaient rapidement. On a frappé à la porte et une dame d'honneur a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Dame Rethel, il est arrivé. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Avec sa permission, un fonctionnaire à l'air cruel est entré dans la pièce. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un fonctionnaire de la capitale royale, envoyé pour consigner l'incident de l'attaque démoniaque survenue quelques jours auparavant. Normalement, il m'aurait interrogé seul, mais l'épouse du vice-roi, inquiète pour moi, avait organisé l'interrogatoire dans le château du vice-roi et y avait même assisté. C'est peut-être grâce à sa présence que l'interrogatoire n'était qu'un bref résumé des événements. Sauf qu'à la fin, le démon intermédiaire a-t-il dit autre chose? Comme quoi, je vais poser les questions ici. D'accord, mais je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit de notable. Je me suis repassé le souvenir, mais je ne me souvenais de rien de particulier. En tout cas, c'était l'avatar du démon vert qui avait dit ce genre de choses. Rien à propos du rite de la seconde venue ou d'un faux roi? Non, pas que je me souvienne. Alors, ne vous inquiétez pas avec des mots-clés aussi importants, s'il vous plaît. Avez-vous terminé votre interrogatoire? J'ai autre chose à faire avec Sir Pendragon. Si vous avez terminé, j'apprécierais que vous partiez, s'il vous plaît. Comprenant que la demande de l'épouse du vice-roi était en réalité un ordre, le fonctionnaire se retira. Ces mots me laissaient présager une résurrection de Seigneur Démon, mais il n'avait rien à craindre. J'avais déjà déjoué le complot du démon vert visant à en faire revivre un à Labyrinth City. Du moins, tant qu'il n'y avait pas d'autre plan pour ressusciter d'autres seigneurs démons. SSS Sir Pendragon. Après ma rencontre avec l'épouse du vice-roi, j'ai obtenu l'autorisation du gouvernement de nettoyer les aqueducs. Je me dirigeais vers le bureau du maître de guilde, à l'ouest, pour lui transmettre des informations sur la guerre potentielle. Cependant, en chemin, un jeune noble épotelé m'a interpellé. Bonjour, Sir Luram. Le garçon s'est précipité vers moi, tellement paniqué qu'il a failli trébucher et tomber. Au secours, il devait y avoir une urgence. Il semblait à bout de nerfs. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Merian, s'écria Luram en me saisissant le bras. C'est cette entrée dans le labyrinthe. Je suppose qu'une nouvelle série de problèmes commençait déjà.